Bonjour à tous, capsule juridique numéro 185 du 30 octobre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ONU et des USA. Au niveau international, en effet, l'ONU a taclé la France à propos de l'instruction en famille. Vous savez sans doute que depuis une loi d'août 2021, la procédure à laquelle doit se soumettre une famille qui souhaite instruire son enfant à la maison est rendue considérablement plus contraignante au nom d'une prétendue lutte contre le séparatisme. Le 6 octobre dernier, un membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sein de l'ONU a interrogé la France sur le non-respect du pacte de l'ONU concernant la liberté des parents de choisir une alternative à l'école. Comme le relève un article publié sur le site Liberté Éducation, le représentant du gouvernement français s'est trompé de chiffres quant au refus opposé aux demandes des parents. Le mieux à faire est d'écouter à cet égard la vidéo dont je mets le lien sous ma capsule, qui contient la question qui avait été posée au représentant du gouvernement français et puis la réponse de celui-ci. Or, l'article du site Liberté Éducation relève des erreurs et des incohérences dans cette réponse et donne d'autres chiffres, vous pourrez aller les voir si vous le souhaitez. Par la suite, en date du 16 octobre, le comité a publié ses observations finales dans leur version préliminaire non éditée, je cite, et j'en mets aussi le lien sous ma capsule, et dans ce document de 13 pages, qui évoque aussi bon nombre d'autres sujets, il est notamment indiqué en page 11, je cite, « Malgré les efforts déployés par l'État partie, c'est-à-dire la France, pour garantir l'accès à l'éducation, le comité est préoccupé par, notamment, point E, les informations sur les dispositions introduites par la loi numéro 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République qui limiteraient la possibilité de pouvoir accéder à l'instruction en famille. Le comité recommande à l'État partie, donc toujours la France, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les principes de nécessité et proportionnalité, ainsi que les besoins particuliers et l'intérêt supérieur des enfants, soient dûment pris en considération lors de la prise de décision sur l'autorisation de l'instruction en famille, en tenant compte spécialement de l'article 13.3 du pacte. » Fin de citation. Alors ceci est une recommandation, donc ce n'a pas en soi de force contraignante, mais le signal envoyé reste malgré tout très intéressant et surtout, ça peut évidemment aider les familles lorsqu'elles contestent au niveau administratif les décisions de refus. Et à cela, j'ajoute également, après avoir parlé de cette question avec maître Virginie de Arrojo-Recchia, qui est plus compétente que moi sur ces instruments internationaux qu'elle connaît bien mieux que moi, que si la recommandation n'a pas en elle-même de force contraignante, le pacte lui-même, le pacte donc, dont le comité est chargé de faire respecter le contenu, a une force contraignante. Donc tout ceci, me précise-t-elle, affaiblit la position du gouvernement français. Elle me précise aussi que la liberté d'instruction en famille est un principe fondamental découlant du bloc constitutionnel, ce que le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de rappeler. Je renvoie aussi tous ceux qui souhaiteraient aller plus loin vers son ouvrage, dont j'ai déjà parlé, et qui évoque aussi ces questions de façon incidente, à travers la problématique de l'instruction sexuelle à l'école. Je remets le lien vers ce livre de maître de Arrojo-Recchia sous ma capsule, et cette question est notamment abordée en page 378 du livre. Elle écrit notamment ceci, je cite, « La liberté d'enseignement qui implique le droit pour les parents de choisir l'instruction en famille selon le Conseil d'État est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. » Fin de citation. Merci Virginie pour ce temps de vérification que tu m'as épargné. Aux USA à présent, à Détroit, dans le Michigan, une décision intéressante est évoquée dans un article. Les faits étaient les suivants. Un homme assez âgé, si la photo illustrant l'article montre réellement l'intéressé, mais il semble bien que oui, a signé Gilead, donc le fabricant du Remdesivir, ainsi que l'hôpital dans lequel il avait été soigné, et ce après avoir subi 2 AVC, ainsi qu'une amputation de la jambe après administration du Remdesivir. Il était avéré et démontré que ce lot précis du fameux médicament contenait, tenez-vous bien, des particules de verre. Donc verre, VE2RE, pas de confusion. Après l'un des AVC, le plaignant est resté alité, nécessitant des soins permanents, nuit et jour. Il a donc assigné Gilead et l'hôpital, lesquels ont tenté de se retrancher derrière la loi PrEP Act, dont je vous parlais dans ma capsule 181 à propos des vaccins de façon générale. Il semble donc que cette loi permette aussi dans certains cas une immunité en termes de responsabilité des fabricants d'autres médicaments et pas uniquement des vaccins, mais je ne rentre pas dans ce détail-là. Et dans ce cas précis, le juge, après avoir entendu les parties, a estimé que le PrEP Act ne pouvait pas s'appliquer à ce cas dans la mesure où le médicament contenant des particules de verre, je cite, s'écartait considérablement de l'approbation de la FDA. Fin de citation, et en effet, jusqu'à preuve du contraire, mais à ce stade on ne serait plus étonné de rien, la FDA n'avait pas pu donner une approbation à un médicament contenant de telles particules. Le procès va donc pouvoir se poursuivre. Ma question est la suivante, s'agissait-il bien de verre
ou bien d'autres choses, affaire à suivre. Mais c'est très intéressant, parce que si le PrEP Act ne s'applique pas aux USA lorsque le produit ne correspond pas à ce qui est annoncé au moment de la demande d'approbation, ça va pouvoir servir aussi pour les injections au Covid. Car ce ne sont pas les éléments étranges non identifiés qui manquent dans ces fioles d'injection. Et c'est la porte ouverte à des milliers d'actions en responsabilité, aussi pour les injections Covid, sans que les fabricants ne puissent dégainer ce fameux bouclier magique que constitue le PrEP Act. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle ils commencent à annoncer par voie de presse économique des risques de faillite, etc. J'en ai déjà parlé dans une précédente capsule. La décision dont je viens de vous parler date de début août, mais j'avais pas encore vu passer d'informations à ce sujet-là. Donc voilà, donc je vous en parle aujourd'hui, et ce sera évidemment pas la seule procédure de ce genre, parce qu'il semble que 2 lots de remdesivir contenant 55 000 fioles ont été rappelés à cause de la présence de ces particules de verre. Je mets le lien vers l'article sous ma capsule, et ceci rejoint précisément une autre information scientifique diffusée il y a quelques jours, puisque des scientifiques se sont en effet déclarés, je cite, choqués et alarmés, fin de citation, de ce qu'ils ont découvert dans les fioles d'injection ARN messager anti-Covid, et plus particulièrement des taux énormes d'ADN, bien au-delà de ce qui est autorisé. Suite à cet article, Steve Kirsch, qui s'y connaît bien mieux que moi en droit américain, précise que cette différence entre ce qui est annoncé dans les fioles et ce qu'elles contiennent vraiment, même si on se limite à ces traces d'ADN, puisqu'il y avait d'autres substances ou contenus, on va dire, en cause, suffirait en soi à faire sauter les immunités de Pfizer en ce qui concerne la responsabilité civile. Voilà, donc affaire à suivre, affaire au pluriel, parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, évidemment. Pour terminer, une petite info sympa. La pression populaire, je vous l'ai déjà souvent dit à différents sujets, est utile. Et en voici un autre exemple. Il existe sur Instagram un groupe qui se prononce et qui lutte contre la sexualisation des enfants, contre l'appel à des drag queens dans l'entourage des enfants, etc. Ce groupe est lui-même constitué d'homosexuels qui veulent protéger les enfants, et le groupe se nomme Gays Against Groomers. Il compte plus de 360 000 membres sur Instagram. Il s'agit d'une association qui est constituée de façon tout à fait légale aux USA, qui a également un site web dont le message d'accueil est le suivant, je cite: « Nous sommes une organisation de gays et d'autres membres de la communauté, sous-entendue LGBT, qui s'opposent à la sexualisation, à l'endoctrinement et à la médicalisation des enfants sous le couvert de LGBT+, QIA, etc. » Fin de citation. Instagram avait supprimé ce groupe en envoyant un message aux administrateurs du groupe le 25 octobre sans d'ailleurs énoncer de raison. Il n'est sans doute pas acceptable, d'après Mark Zuckerberg, propriétaire d'Instagram, comme vous le savez, de protéger les enfants contre cette sexualisation à outrance. Mais le public a réagi en masse, et Instagram n'a pas eu d'autre choix que de réactiver le groupe. Donc ne restez jamais silencieux face aux atteintes à la liberté d'expression. Pour terminer la citation du jour, c'est une citation que je viens de voir passer, que je ne connaissais pas et qui est plutôt intéressante, donc je vous la lis. Je cite: « Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Et quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. » Fin de citation. C'est attribué à un certain Milan Hubel, H-U-B-L. Et comme je ne connaissais pas du tout ce monsieur, j'ai vérifié, il s'agit d'un historien et d'un homme politique tchèque, décédé en 92. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Désolée, j'ai un peu bafouillé, j'ai fait la capsule de manière un peu rapide entre 2 rendez-vous. Et il se trouve que c'était peut-être pas une bonne idée. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Vous m'entendez sûrement encore dans la semaine. Mais tenez bon, résistez, n'obéissez plus. À bientôt, au revoir.